Quand j'ai fait la proposition de cette conférence-là, je voulais que ce soit quelque chose d'un petit peu plus technique. J'ai amené Julie avec moi parce que moi, je fais une partie de l'évaluation, puis tout ça, mais après ça, les petits essais, qu'est-ce qu'on a comme échantillon, des choses comme ça, bien souvent, c'est un gros bout que l'infirmière va faire. Donc, je l'ai embarqué dans l'aventure. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est juste avant de se parler de cathéter, puis le but, c'est que venir manipuler le matériel. On est chanceux, on a 2 compagnies avec nous autres aujourd'hui. Aller les voir, aller leur poser des questions, aller toucher au matériel, parce que souvent, on est habitué avec mais la technologie avance et tout ça. Donc, on va regarder le système urinaire, comment ça marche, la vessie, comment ça marche, c'est quoi les examens que vous faites, puis pourquoi je vous envoie là, comment on vidange, parce que on peut uriner par nous-mêmes, on peut en faire un bout par nous-mêmes, s'aider avec un cathéter, on peut avoir une sonde tout seul, on peut faire des poussées abdominales. Bref, il y a toutes sortes de choses qu'on peut penser. Donc, on a les reins en haut qui sont les filtres et qui produisent l'urine. On a les uretères, donc les canaux qui s'en vont vers la vessie qui est cachée là, par les os du bassin. On a le sphincter, le muscle, la petite porte qui est ici, et l'urètre par où l'urine va s'écouler. Chez la fille, ça mesure à peu près 3 cm. Chez le garçon, c'est pas mal plus long. Les reins, en tant que tels, vont servir à produire l'urine, se débarrasser des déchets de l'organisme. Les uretères, eux, servent de transport, ont besoin d'une certaine force. S'ils ont besoin de trop forcer, on va avoir de la misère à se vider. Et si l'urine ne veut pas aller jusqu'en bas, ils vont se mettre à s'élargir. La vessie, elle, c'est un récipient, c'est un contenant, c'est un muscle. Ça fait pas juste contenir de l'urine, ça contracte aussi pour que l'urine descende. Et on a le sphincter, le muscle qui est notre porte qui nous tient étanche, et l'urètre qui est le canal vers l'extérieur. Tout ça est bien enchevêtré avec de l'innervation. Quand on a un spina bifida, la connexion entre le cerveau, les nerfs dans la colonne et la vessie, il peut avoir certaines problématiques. Les nerfs de la vessie sont ceux aussi qui vont s'occuper des intestins, vont s'occuper des membres inférieurs, donc ça va un petit peu tout relier ensemble. Le cerveau, dans sa partie avant, va avoir un endroit qui va donner la permission. Donc, j'ai la vessie qui envoie un signal vers le haut. Il faut que mon signal se rende. Le cerveau reconnaît ce signal-là, dit « Attends un petit peu, c'est pas le temps, je suis dans le milieu d'une conférence. C'est pas un moment socialement acceptable pour que tu te vides. » Le cerveau va envoyer ça à la vessie, va dire « Muscle, serre-toi en bas, vessie, calme-toi. » Et à un moment donné, il y a une pause. « OK, c'est le temps d'y aller. » Le muscle rouvre la porte, la vessie, tu peux te contracter. Vous comprenez que c'est beaucoup de boucles, beaucoup de choses qu'il faut qui fonctionnent ensemble. Autre façon, au lieu de le voir sur le côté, on le voit en haut. Donc, quelqu'un qui a une lésion de la moelle à ce niveau-là, il y a des choses qui vont marcher tout seul en bas. La vessie va avoir des réflexes « je suis pleine ». Ça va entraîner des choses au niveau du muscle de dire tout ça, sans qu'il y ait le contrôle au niveau du cerveau. Ce qu'on veut avec la vessie, en fait, c'est d'entreposer les déchets, de maintenir la continence et d'attendre que ça soit le temps approprié. On a besoin de beaucoup de synchronisation pour dire « la vessie se remplit ». Je commence à avoir une sensation que la vessie est pleine. Le muscle, lui, reste mou et ne se contracte pas. Et après ça, quand c'est le temps, il fait pas juste une petite contraction, puis je me vide à moitié, il fait une bonne contraction pour se vider complètement. On a des phases. On a la phase au niveau de la vessie, de la phase de remplissage. Pendant le remplissage, la vessie, elle est relaxe. Elle envoie un message au cerveau, dire « Je commence à me remplir, ça commencera à être le temps que tu y penses, puis là, ça commencera vraiment à être urgent parce que là, je vais déborder, je suis plus capable. » Et le muscle, lui, en bas, va rester fermé. Il y a la phase pour vider. À ce moment-là, il faut que j'aie un muscle qui se détend parce que la porte s'ouvre. Il faut que ma vessie pousse de façon efficace et que la vessie puis le sphincter
il s'ouvre et il se ferme de façon appropriée, et ce, en même temps. Il y a des gens qui ont fait des classifications très compliquées, moins compliquées. On a beaucoup de choses ici. Si on le met à une chose plus facile, soit que c'est un problème de remplissage ou c'est un problème de vidange. Est-ce que c'est de la faute de la vessie ou c'est la faute du sphincter? Donc, quand vous venez nous voir qu'on essaie de trouver des traitements ou des choses comme ça, bien, le but est, dans notre tête, c'est ça qui se passe. On se dit, bon, c'est-tu la vessie? C'est-tu le sphincter le problème? Ce qu'on va faire en évaluation, on va faire un questionnaire, on va vous poser des questions, on va faire un examen physique, il va y avoir des prises de sang et d'autres examens, on va faire le tour brièvement de ceux-ci. Le calendrier mictionnel, vous l'avez vu dans cette forme-là, qui est celui de l'Association canadienne d'urologie. Vous l'avez vu en papier maison avec des carrés plus grands, des choses comme ça. Mais essentiellement, ce qu'on va voir, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ce que j'exprime verbalement, comment ça se concrétise? Je suis tout le temps aux toilettes. Tu vas aux toilettes 3 fois par jour. Ah, mais ça, c'est souvent, là. Ouais. Je pense qu'on ne veut pas descendre en bas de ça. Je vais souvent aux toilettes. Ah oui, on est rendu à... Ça déborde de la fois numéro 20. Oui, effectivement. J'ai des fuites quand je commence à avoir plus envie. On va avoir un volume. Oh, j'ai des fuites, puis j'ai des urgences à 600 millilitres. Oui, peut-être que c'est le temps que tu y ailles. Notre traitement ne sera pas le même que si c'est à 50 millilitres qu'on commence à avoir des fuites. Donc ça, c'est un outil qui est bien plate à faire parce que ça demande que tu mesures, puis tout ça, sauf que ça me donne beaucoup d'informations pour la suite des choses et voir aussi, j'ai une évaluation comme ça au début, on fait un traitement, on est passé de 150 millilitres à 300 à toutes les fois. Bien, ça peut faire un gros changement, même si on a l'impression que tout n'est pas parfait encore. L'échographie. Bien, de la gelée sur la bedaine, puis là, ils vous voient arriver en radiologie, puis ils font « Oh, es-tu capable de te transférer? » Ah, ouais, on voit pas très bien, hein, tu as un petit peu de graisse. Mais essentiellement, ce qu'on veut savoir, c'est les reins. Est-ce qu'ils sont gonflés ou pas? Un rein normal va être un rein comme ça, qui est tout gris. Quand on vient avec comme une patte d'ours comme ça, c'est un rein, ça, qui... Le parenchyme ou la chair du rein est toute écrasée parce que l'urine, elle stagne ou bien elle remonte. Donc ça, c'est des reins qui, à long cours, là, vont nous inquiéter. La cytographie mictionnelle, cathéter dans la vessie, coucher sur la table d'examen, remplisse jusqu'à temps que soit que ça déborde ou soit que dire « là, je suis plus capable » ou la poche est vide au complet. Ce qu'on veut savoir, la vessie a l'air de quoi? On a une belle vessie ronde, bien grande, ou on a une petite vessie, puis la majorité du liquide va remonter dans les reins, puis on a du gros reflux comme ça. Si j'ai du gros reflux comme ça, si je fais une infection d'urine ici, ma petite valve faisant pas le travail, l'urine remonte vers les reins et je peux faire une infection au niveau des reins plus facilement. Médecine nucléaire, on en fait de temps en temps, c'est pas un examen très régulier, mais c'est des examens qui vont nous permettre de savoir, comme dans le cas ici, parce qu'une échographie, c'est une belle image, mais ça me dit pas ça fonctionne-tu ou ça fonctionne pas. Ça, le médicament on va avoir une piqûre, on va injecter un médicament. Est-ce que la partie qui fonctionne bien, le médicament va aller dedans? Donc, on a noir. Si on regarde le rein de ce côté-là, ici, là, c'est gris pas mal pâle, bien, cette partie-là du rein fonctionne moins bien. Puis, on a un autre médicament qu'on peut injecter, qui est le MAG3 Lasix, qui va nous permettre de voir, j'injecte le médicament et à quelle vitesse il descend du rein. Est-ce qu'il descend très vite ou bien ça prend plus de temps? Donc, ça nous donne des indications comment le rein fonctionne puis à quelle vitesse il se vide. Ça, vous en avez vu passer probablement, de faire un résidu après une miction. Donc, on veut s'assurer, ceux qui urinent par eux-mêmes, s'ils se vident bien ou non. Donc, c'est une petite échographie simplement. La débimétrie, quand on urine par nous-mêmes, c'est la phase où on va aller faire pipi. Donc, normalement, j'ai envie de pipi, l'urine sort rapidement, ça se termine rapidement. Mais si mon sphincter est toujours en train de faire ça, ou ma vessie pousse par petites poussées, je vais avoir un pipi qui va prendre longtemps, puis qui va se faire par petites vagues.
Le bilan aérodynamique, vous connaissez ça probablement encore plus que moi. Toujours un peu long, toujours un peu plate parce qu'il y a tout le temps quelqu'un entre les deux jambes qui regarde tout le temps qu'est-ce qui se passe. Mais un cathéter dans la vessie, la sonde dans le rectum, puis là, c'est connecté après l'ordinateur, puis on remplit la vessie. Puis on voit si la vessie est énervée ou n'est pas énervée, ça fait des espaces. Est-ce que ma vessie, elle contient beaucoup? Est-ce qu'elle ne contient pas beaucoup? Quand on se fait du cathétérisme, pas bien par un cathéter de plus, un cathéter de moins, mais c'est jamais bien agréable. Donc, un bilan normal, on va avoir beaucoup de lignes parce que on va avoir notre cathéter dans la vessie, notre cathéter dans le rectum. Mais si je tousse, tout ça se transmet dans mes lignes. Donc, on a une ligne qui est la ligne d'en haut moins la ligne d'en bas. Donc, on voit que finalement, la vessie est bien tranquille. Puis si on urine, on a tout ça, puis on voit qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est un bilan qui est normal. Si je regarde celui-là maintenant, là, on voit que lui, là, la vessie, elle bouge, puis elle fait des spasmes. Donc, on a des contractions. Si on a des fuites, bien, on va peut-être travailler avec des médicaments pour les calmer. Si on regarde celui-là, on se dit « Ah, il est pas si pire. » Mais quand on regarde ma ligne rouge, là, ou ma ligne bleue, ça monte avec le temps. La vessie est supposée se laisser étirer tranquillement, puis que la pression, comme elle est bien élastique, la pression ne monte pas. Bien, là, ce qu'on va se rendre compte, c'est que la pression, elle monte. Donc, si la pression monte quand je suis plein, bien, mes reins ils vont moins bien se vider. Donc, il va falloir travailler sur ça aussi. La cystoscopie au niveau enfant, si on en fait, on les fait endormis à la salle d'opération. On ne fait pas beaucoup ça à la clinique de réadaptation, alors que du côté adulte, on est plus installé pour ça. C'est une caméra et on va voir par les voies naturelles dans la vessie. On a des caméras qui sont souples, des caméras qui sont rigides, ça dépend ce qu'on a besoin de faire pendant l'examen. Ce que ça nous permet d'aller voir, ici, on a une belle pierre. Hein? Il y a des gens qui vont faire des infections d'urine à répétition parce qu'ils vont se développer des dépôts dans le fond de la vessie, puis ça va faire une pierre. La cystoscopie va être un moyen d'aller défaire cette pierre-là puis de sortir les morceaux aussi. Du côté adulte, là, mes collègues qui font des cystoscopies ne les font pas beaucoup pour des pierres, ils les font beaucoup pour ça. Pour des cancers de la vessie qui sont assez fréquents chez les fumeurs, autant que le cancer du poumon. Puis ça, c'est un canal, l'urètre, mais on voit que c'est tout petit, ça, c'est mon canal, mais donc une sténose, donc un rétrécissement. Puis avec différents instruments, je pourrais m'occuper de tout ça. Quand on fait un suivi, notre objectif, c'est de reproduire la vie de tous les jours d'une miction normale. Des fois, on est capable, des fois, on a besoin d'aide technique ou de médication pour nous aider. Le but, c'est de protéger les reins, d'être au sec, puis d'éviter des problèmes de cancer, de tumeurs, de sténose ou de choses comme ça. Puis, on veut des choses aussi qui sont faisables à long terme. C'est quelque chose de faire du cathétérisme 1 mois. Si c'est pour toute la vie, bien, tu sais, faut mettre ça dans la balance. Puis le but d'être agressif ou de surveiller tout ça, on sait qu'on préserve les reins. Puis on l'a vu tout à l'heure, avant l'introduction du cathétérisme en 1970, on avait 50% de décès de nos spinaux avant l'âge de 30 ans, dont 30% qui étaient dus à de l'insuffisance rénale, donc des reins qui ne fonctionnaient plus. Donc, on est rendu beaucoup meilleur de ce côté-là. Bien, ça nous permet de préserver les reins, puis d'éviter aussi, là, quand on laisse une vessie dépérir, bien, souvent, on a plus de la misère à la réchapper avec des médicaments. Souvent, on a besoin de plus grosses opérations. En termes de traitement, je vais juste vous parler un petit peu du survol, des choses qu'on peut faire. Si on se retourne à notre classification, donc on a est-ce que c'est la faute de la vessie? Est-ce que c'est la faute du sphincter? Est-ce que c'est un problème de contenir ou c'est un problème de se vider? Donc, si on regarde pour le sphincter, donc le muscle en bas, si j'ai de la misère à me retenir parce que mon sphincter ne travaille pas, il est lousse un peu ou la porte est ouverte, on peut aller mettre une bandelette qui va aller suspendre l'urètre puis lui donner là, une meilleure fermeture.
L'autre chose qu'on peut faire, on peut aller mettre du produit par les voies naturelles. Vous voyez, là, le canal, il est grand. Là, ça devient un peu plus étanche. Si on s'en va à quelque chose d'encore plus fancy, on peut se parler de sphincter artificiel, où on va avoir une petite pompe pour les messieurs dans le scrotum. On va peser sur un petit bouton, ça va faire « ouvre la porte », fait pipi, pèse sur le bouton, ferme la porte, donc j'arrête de dégoûter. Mais on s'entend que ça reste des chirurgies plus importantes, avec des risques. Puis chez des gens qui se sentent pas beaucoup, des fois, on peut avoir des problèmes qu'on se rend compte plus tard parce qu'il n'y a pas de sensation. L'autre chose dont on peut se parler, c'est de carrément, si je retourne à ce dessin-ci pour vous montrer, je peux aller fermer ça complètement, ce tube-là, puis dépendre juste d'un Mitrofanoff ou d'un trajet pour faire des cathétérismes. Ça s'appelle de fermer le col vésical, donc la porte en bas. On essaye d'éviter ça si on peut parce que on aime toujours avoir cette porte de sortie-là, peu importe ce qu'on fait, mais des fois, c'est la solution et le prix à payer pour être au sec complètement. Donc ça, c'était pour remplir notre vessie pour le sphincter. Si on veut travailler au niveau de la vessie, il y en a beaucoup qui vont connaître ça, hein, les anticholinergiques de tous nos médicaments, Ditropan, Détrol, Toviaz, Vesicare, il y en a des nouveaux qui s'en viennent, il y en a de nouvelles catégories comme le Myrbetrix. C'est toutes des choses qui vont dire à la vessie de se calmer les nerfs puis d'arrêter de faire des spasmes tout le temps. Donc, si on veut contenir plus, si notre vessie est plus relaxe, ça nous le permet. Le Botox, qui est plus nouveau dans notre arsenal, une ride, au début, là, le Botox, c'était pour les gens qui avaient des rides. Maintenant, il n'y a plus personne qui en a parce qu'ils ont tous du Botox. Non, c'est pas vrai. Une ride, c'est un muscle qui est contracté. Si j'injecte du Botox, le Botox, c'est une toxine qui était un problème de fléau dans la nourriture avant ça, qui entraîne une paralysie des muscles. Donc, si je l'injecte au niveau de la vessie, qui est un muscle qui est très énervé, bien, ça va la calmer et me permettre d'avoir une vessie qui est calme et qui contient bien. En termes de neuromodulation, on peut aller travailler au niveau d'implants électriques, au niveau de la moelle. En spina bifida, ça s'applique un petit peu moins, mais je l'ai mis quand même pour que vous ayez une petite idée puis d'entendre parler dans nos méthodes. Et une chose, avant qu'on ait le Botox qui était très, très, très régulièrement fait, c'était des agrandissements de la vessie pour lui permettre de contenir plus. On en fait encore régulièrement, mais un peu moins qu'avant. Et avant le cathétérisme, on avait la diversion urinaire, c'était de carrément enlever la vessie et de brancher ça et d'avoir un sac à la peau. On a encore des gens que ça devient une bonne solution, mais c'est plus notre première chose. Donc là, on a parlé de la section contenir. Si on va du côté de la pour être capable de mieux vider, il y a de la médication qui aide à relâcher l'ouverture. On s'en sert beaucoup chez nos messieurs plus âgés qui ont des grosses prostates. Mais bref, c'est quelque chose qui peut nous aider à relâcher si on ne vide pas complètement. Il y a été un temps où on allait carrément ouvrir le sphincter, donc l'ouvrir pour permettre de bien vider, d'aller resséquer la prostate. Ça, c'est une chose qu'on fait encore régulièrement, mais pas nécessairement en vessie neurogène. Donc, on a les lobes de la prostate et on va aller gratter comme la chair. Donc, vous voyez que l'ouverture va être grande. Il y a des nouvelles choses, on verra quelle en sera l'application. Peut-être que ça va servir plus de choses en palliatif et tout ça. On va se donner un peu de temps pour l'expérience, mais d'aller mettre un tuteur carrément qui va garder le trajet ouvert. Mais c'est sûr que c'est au prix de peut-être avoir de l'incontinence à ce moment-là. Et finalement, du Botox, on peut en mettre dans la vessie, mais on peut en mettre aussi au niveau du muscle si le sphincter a de la misère à s'ouvrir pour aller le relâcher et tout ça. Sphincter, on parle vessie maintenant. Si on veut l'aider à se vider, je n'ai pas de médicament qui dit à la vessie « contracte-toi, vide-toi » et tout ça. Donc, il faut y aller avec des aides techniques et c'est un peu ce que Julie va faire. Donc, des sondes qui sont toujours là, du cathétérisme, d'avoir un sac,
Puis, les choses d'électrostimulation, de neuromodulation s'appliquent moins, puis on est encore dans les débuts de ce côté-là. Très bien. Donc, je lui laisse la place. On va faire le tour un peu de ces aides techniques-là. Et à la fin, bien, vous aurez du temps pour venir les manipuler, là, puis poser vos questions s'il y en a. Alors, la partie un petit peu plus technique avec le matériel. Si vous avez des questions aussi, des fois, quand on parle d'un objet spécifique, là, vous pouvez m'arrêter, il n'y a pas de problème. Bon, ça commence bien. Ah non, c'est ça. Ah, OK. Fait que je fais juste un rappel de qu'est-ce qu'on veut avec la rééducation vésicale. Dans le fond, le but visé, on en a parlé un peu ce matin. Oui, il faut vidanger notre vessie, pour faire attention à nos reins. Mais c'est de permettre à la personne qui a une lésion médulaire avec une vessie neurogène de trouver une solution pour elle. Parce que d'une personne à l'autre, on n'a pas tous une approche ou une solution qui va nous convenir. Fait que c'est on l'a dit, maintenir les reins en santé, on veut éviter les infections, la prise nombreuse d'antibiotiques aussi, parce que si on est toujours en infection et on prend des antibiotiques, à un moment donné, on devient résistant et on n'a plus le même traitement, là, on va devenir limité au niveau de nos prises d'antibiotiques. Aussi, ce qu'on veut, c'est reprendre le contrôle de son corps. On a parlé ce matin, le sport, le jeune homme qui est allé voir Dr. Mort, que lui, quand il fait du basket, il y a des fuites, être capable de vaquer à ses occupations, à ses activités de loisirs, puis être capable de reprendre le contrôle un peu, de contrôler cette partie-là qui est un peu plus désagréable. Ce qu'on veut aussi, c'est la vidange vésicale avec les résidus en bas de 150 ml. Pourquoi un résidu en bas de 150? Ça, c'est ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes capable d'avoir des mictions naturelles, d'aller à la toilette, et ce qui reste dans votre vessie soit en bas de 150. Il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais moi, je suis capable d'uriner, il n'y a pas de problème. » Oui, sauf que quand ils vont à la toilette, il en reste 400 dans la vessie. Fait que là, la quantité est un peu trop grosse. Ce que ça fait, c'est que ça permet aux bactéries de rester là, ça stagne là et ça crée des infections. Fait qu'on veut aussi comprendre, c'est pour ça qu'on dit qu'est-ce qui est acceptable. Souvent, c'est être capable d'uriner plus que ce qui reste dans la vessie. C'est ce qu'on est capable de gérer en clinique. Habituellement, les gens n'ont pas trop de complications de cette façon-là. Ça ne brise pas les reins non plus. Vidange vésicale régulière. On parlait du calendrier. Finalement, la personne, elle va 2 fois par jour aux toilettes. C'est pas assez. Même si on est capable de bien vidanger au niveau d'une miction, si ça prend 8 heures avant d'aller à la toilette, bien ça aussi, là, la vessie, elle se vide pas assez souvent. L'urine va rester là, va stagner là trop longtemps. Fait que, une vidange régulière. Les vidanges vésicales, volume entre 300 et 500 ml. Pourquoi? Bien, la vessie, c'est un muscle. Fait que si y en a qui sont contents de nous dire en clinique, hey, moi, je suis capable de capacité de 2 litres de ma vessie. On va dire quelque chose, là, 1,5 litre, 2 litres, ils sont tout contents de ça. Oui, mais à un moment donné, à force de l'étirer, elle ne voudra plus coopérer, votre vessie non plus. Là. Fait que c'est dangereux. À un moment donné, elle va devenir paresseuse parce qu'elle ne sera plus capable de contenir. Il ne faut pas l'extensionner non plus. Ce qu'on veut, c'est toujours d'avoir des résidus, des mictions en bas de 500-600 ml. Vidange vésicale selon le type de vessie. Est-ce qu'on a une vessie qui est spastique, qui va avoir une tendance à contracter puis à vouloir toujours avoir à aller aux toilettes, ou au contraire, une vessie qui va être plus en train de retenir l'urine? Fait que chaque personne est différente. Ça, c'est les tests que Dr. Mort vous a parlé, là, qui peut nous dire si on a une vessie qui est plus spastique ou qui est une vessie qui est plus atone. Ensuite de ça, vidange vésicale selon la personne, là, les capacités, notre habileté. Est-ce que je suis capable de marcher? Est-ce que je suis en fauteuil? Est-ce que je le travaille? Est-ce que j'ai des cours à l'université, au cégep? J'ai-tu accès aussi au niveau des toilettes? Fait que c'est de trouver quelque chose d'acceptable pour la personne. Puis socialement acceptable, comme on en parle depuis tantôt. L'environnement, je vous dirais, il n'y a pas de miracle. Hein? C'est une partie qui est toujours plate un peu à gérer au niveau des incontinences urinaires, des problèmes de vessie, mais c'est d'essayer de maîtriser le plus possible les situations qui peuvent nous arriver dans la vie, les lieux publics où ce qu'on va aussi. Puis je vous dirais, expérimenter. Des fois, c'est bon d'aller, exemple, au restaurant, aller à des places avec un ami où ce que vous êtes en confiance pour aller voir les toilettes, comment vous pouvez essayer une nouvelle technique ou quoi que ce soit. Ayez pas peur d'expérimenter. Souvent, c'est ce qu'on a de la misère, hein, quand on appréhende une situation, on ne veut pas le faire, puis quand on arrive et qu'on est confronté à le faire, c'est là que c'est une catastrophe bien souvent. Quand on est capable de voir venir le coup, puis on a toutes les précautions, bien, ça va mieux. Vêtements adaptés, n'ayez pas peur d'avoir des vêtements adaptés.
Moi, j'ai souvent dit, puis tu sais, vêtements adaptés, c'est pas obligé que tout le monde le sache, là, mais exemple, des pantalons de maternité là, chez la femme, là, avec une bande élastique, il n'y a personne qui le voit quand on a un gilet par-dessus que c'est un pantalon de maternité. Sauf que ça peut vraiment aider, par exemple, pour être capable de descendre les pantalons puis avoir plus accès à notre sac ou quoi que ce soit. Il y a des gens aussi qui vont faire une couture, et ils vont mettre un velcro au lieu d'un bouton. Tu sais, c'est des petits trucs qui ne paraissent pas nécessairement, puis vous le savez, puis ça peut vous aider. Juste mettre une ganse, des petites choses comme ça. Les aides techniques, bien, on va en reparler tantôt, là, mais on parle de tubuleux. Il y a quand même des choses qui existent pour vous faciliter aussi la vie, que ce soit dans le lit, à la maison, dans le fauteuil, dans la voiture. Puis, j'ai marqué volonté, réussite. Bien, c'est juste pour dire que quand ça nous fait peur, mais qu'on le prend en charge, puis qu'on essaye de trouver une solution, puis de voir venir le coup, souvent, ça va pas mal mieux réussir que les gens qui essayent un peu d'ignorer le problème en disant « Non, non, ça va bien », puis finalement... je suis comme tout le monde, puis on se rend compte, il y a des patients qui nous parlent, qui disent « Jusqu'à temps que je me sois pris en charge, ça allait pas bien. Depuis que je suis capable de gérer mes cathétérismes, que je suis capable de gérer les situations, ça va beaucoup mieux. J'ai réglé mes problèmes d'infection urinaire. » Fait qu'ils sont plus à l'aise avec ça et curieusement, il me semble que ça va mieux. Hein? Quand la vessie, ça va pas, bien souvent le reste va pas bien non plus, mais... Bon, là, mon matériel spécialisé, comment s'y retrouver? Là, je vais vous parler du matériel. Nous, au Centre de réadaptation, tu sais, dans le fond, on a 2 compagnies en arrière qu'on salue et qu'on travaille souvent avec eux. Sauf qu'au Centre de réadaptation, nous autres, je ne fais pas de promotion pour aucun matériel. Sauf qu'on essaye de se garder quand même à l'affût de quelle compagnie va sortir chose, tu sais, les sacs puis tout ça. Puis vous allez voir, souvent, les compagnies vont être quand même... pas mal toujours au-devant, avec les mêmes produits, mais tu sais, avec des similarités. Puis il y a des choses qui conviennent à un, puis l'autre qui ne convient pas. Mais tu sais, nous autres, notre travail, c'est pas de dire, moi, j'aime mieux travailler avec tel produit ou tel autre produit, puis c'est pas ça ma présentation aujourd'hui, c'est de vous dire quel type de cathéter existe, quel type de sac existe. Puis je vous dirais, magasiner, ça vaut la peine de magasiner. Les sondes à demeure, on en a plusieurs sortes. Les sondes à demeure, là, c'est que j'ai plus besoin d'aller aux toilettes, je m'installe un cathéter en permanence, une petite ballonne qui tient dans la vessie. Puis, ce que j'ai à faire, c'est de le changer une fois par mois. Si je suis capable de le faire, je peux le faire tout seul. Je ne suis pas obligée de demander au CLSC. Si je n'ai pas les capacités, le CLSC peut y aller une fois par mois, aller changer mon sac urinaire. Ma sonde avec le sac, souvent, ça va ensemble. Et il y a des droites et des coudées. Puis, il y a différents aussi matériels qui vont avec ça. Pourquoi? Bien, pour différentes raisons. Je vais en revenir après. Ensuite, sonde à demeure scylastique. Vous allez voir là-dedans aussi, il y a différents prix. C'est sûr que plus qu'on a, ça va avec la gamme du produit aussi, hein. La sonde, on a une sonde en latex en premier qui coûte moins cher, mais souvent vous êtes allergique au latex. Fait que les gens n'utilisent pas beaucoup cette sonde-là, à part des fois dans les hôpitaux, quand c'est du court durée, ils n'ont pas d'allergie. Nous autres, on n'en a plus de sonde en latex, c'est vraiment juste des sondes en scylastique. Fait que c'est un enduit de silicone par-dessus, fait que les gens ne sont pas allergiques à ça. C'est une sonde c'est celle-là qu'on l'a montré, qui est quand même assez souple. Fait que chez les dames, elle est plus appréciée, parce que veut pas, on est assis dessus. Par contre, elle est un petit peu moins adaptée quand on a une tendance à faire des calculs, faire des pierres, parce que là, les pierres vont aller coller dans la paroi comme du plastique, si on veut, là, puis là, bien, elle va obstruer plus facilement. Oups. Fait que la sonde en silicone, plus rigide, mais c'est ça, elle permet d'être vraiment plus raide. Fait que quelqu'un qui a beaucoup de dépôts dans ses urines, qui va avoir des calculs, des petites pierres qui vont passer, puis qu'on leur dit de faire des irrigations, bien, une sonde en silicone va être plus facilement malléable pour laisser passer les débris, puis pas être obligé qu'elle soit obstruée. Encore là, c'est un petit peu plus cher, plus rigide aussi. Et dans les sondes, les cathéters aussi, là, il y a différentes grandeurs. Fait qu'on peut aller avec du 8 FR, puis on peut monter jusqu'à du 18, du 20, du 22, du 24. Ça, c'est souvent l'infirmière qui va vous le montrer quand vous allez voir votre spécialiste en urologie ou avec le médecin. Le CLSC sont au courant aussi. Cathéter court, cathéter long. Je vais juste voir quelque chose. Oui, c'est ça, j'en parle, hein, fait que je vais sauter celle-là. Cathéter droit, cathéter hydrophile, les sacs urinaires, allonge, condom urinaire, tube de latex, puis protecteur homme. Fait que là, je vais y aller assez rondement. Matériel, plusieurs compagnies fournissent du matériel spécialisé. C'est pour ça que je vous dis que c'est important d'aller magasiner. Puis il y a des prix, si vous faites affaire, pour dire quelque chose, les pharmacies, ça coûte plus cher.
pour les culottes de protection, des choses comme ça. Fait que les gens vont me dire, moi, j'ai ma pharmacie en face, ça fait bien. Je surveille les spéciaux puis je fais avec. Parfait, pas de problème. Mais sachez qu'aller acheter une sonde en pharmacie va coûter pas mal plus cher que de vous approvisionner à une place qui vend que du matériel spécialisé. Puis n'ayez pas peur de magasiner, puis il y a différentes places aussi. Il y a plusieurs distributeurs, ça dépend de nos besoins. Est-ce qu'on a besoin d'avoir de la livraison ou on est capable de se déplacer? Ça aussi, les gens qui ont besoin de livraison, bien, ça peut être avantageux pour eux autres de faire affaire avec un gros centre de distribution qui est capable de vous livrer ça souvent en 48 heures. Puis on en a des centres, nous autres à Québec, qui vont livrer jusqu'à Sept-Îles, là. Fait que c'est quand même avantageux. Puis vous faites votre commande, vous ouvrez votre compte là-bas, puis ça va bien. Ensuite de ça, disponibilité des produits que nous utilisons aussi. C'est sûr que si vous avez quelque chose de spécifique des fois, puis encore là, vous allez à la pharmacie, ils ne l'auront pas, ils vont être obligés de vous le faire venir à chaque fois, il va y avoir des coûts supplémentaires. Tandis que si vous allez dans un gros centre de distribution, bien, souvent, c'est des choses qui vont sortir. On parlait de la diversion urinaire, là, justement, le conduit léal avec des sacs, mais c'est pas toutes les pharmacies qui vont avoir le sac qui va avec ça, là. Tandis que les gros fournisseurs vont avoir ça. Puis magasiner, ça vaut la peine. Les ententes de paiement aussi. Il y a des places qu'il faut que tu payes tout de suite. Il y en a d'autres qui, mettons, ils vont te faire des factures aux 2 mois, aux 6 mois, aux ans. Selon les programmes, ou si c'est vous qui payez aussi. On n'est pas toujours capable d'aller chercher notre matériel pour la période de l'année au complet. C'est assez... puis vous allez voir, là-dedans, ça monte quand même assez, là, le matériel, les prix de ça. Fait que ça dépend de vous ce que vous êtes capable de gérer. Je reviens aux sondes à demeure. À court ou à long terme, j'en ai parlé tantôt. Fait que la sonde est présente 24 heures sur 24, connectée à un sac collecteur d'urine, une fois par mois par le CLSC ou par nous si on est capable. Différentes grandeurs, coudée ou droite. Pourquoi une sonde à demeure? Les inconvénients qu'on aime un peu moins, c'est que c'est plus à risque de développer des calculs dans la vessie. Fait que c'est sûr que si on est capable d'uriner naturellement, on va favoriser ça. Mais si on est obligé, on va vous demander peut-être ou on va essayer de vous faire du cathétérisme plutôt que d'installer une sonde. Parce que le cathétérisme, c'est un cathéter qui rentre, qui ne reste pas en permanence là. Fait qu'on est moins à risque d'avoir du matériel qui reste là, puis que les bactéries puis les débris veulent se coller par rapport à une sonde. Mais tu sais, c'est correct, là. Il y a des gens qui n'en développent pas de calcul, là, même s'ils ont une sonde, puis il y en a que oui. À ce moment-là, ça prend peut-être plus un suivi un peu plus serré, voir si, exemple, faire des irrigations 2 fois semaine. Puis ça règle le problème de boire beaucoup aussi. Blessure au meilleur urinaire, c'est plus chez les hommes, là, mais c'est parce qu'une sonde qui est toujours à côté, au niveau du méa, ne veut pas, ça fait toujours une pression, et ce que ça fait, c'est que ça descend. Ça va complètement déchirer. Et on le voit régulièrement, et malheureusement, ces déchirures-là, c'est pas réparable. Fait que ça fait des gens qui vont avoir toujours le bout du pénis en train de suinter, ça fait plus de fuite aussi. Plus incommodant parce qu'on a des tuyaux, puis on est plus à risque de bloquer par rapport pour les sondes. Sonde à latex, j'en ai parlé, plus molle, elle est moins chère. Il ne faut pas être allergique au latex, bouge plus facilement. Notre sonde en silicone qui est un petit peu plus dispendieuse, mais qui fait quand même bien. Et on va avoir aussi des sondes antibactériens. Il y a des gens qui font beaucoup d'infections urinaires, puis que même la manipulation va bien et tout ça. On a découvert qu'une sonde avec du nitrate d'argent, c'est un enduit, puis c'est comme une sonde vraiment anti-infectieuse. Chez les gens, il y en a que ça fonctionne bien. C'est pas miraculeux, mais chez une personne, ça vaut le coup de l'essayer. Il y en a que ça a réglé leur problème. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui existe. Est-ce qu'on la change à la même fréquence? Oui, même chose. C'est juste, c'est vraiment la composition. Fait que tantôt, là, une image vaut 1000 mots. Fait qu'on, un peu plus. Fait qu'on voit le système, là, vraiment, avec le sac à la cuisse ici. Et on a aussi le système avec le sac de nuit là, qui est plus gros. Et j'ai des gens aussi qui fonctionnent avec, on appelle ça un sac de nuit dans le fond parce que c'est un 2 litres, un 4 litres. J'ai des gens qui fonctionnent avec que ça. Là. Ils vont le mettre en arrière de leur fauteuil, ils vont cacher la ganse, puis ils font leur journée avec le sac parce qu'ils n'ont pas personne pour le vider ou ils n'ont pas accès à des toilettes facilement. Puis rendus à la maison, ils vont le vider. Fait que c'est différentes options. Sonde suspubienne, pour que savoir si ça existe, c'est exactement la même affaire qu'une sonde par voie naturelle, c'est juste qu'elle est faite au niveau de l'abdomen ici, à peu près 3 doigts au-dessus de l'os pubien. Puis ce que ça permet, c'est de dégager les voies naturelles. Fait que chez les femmes, quand on est toujours assis sur une sonde, ça fait mal, veut pas, avec des années. Fait que ça permet de dégager chez les hommes aussi, permettre les relations sexuelles. Fait que c'est faisable, c'est le même principe. Souvent, ça va se faire en clinique d'urologie, pas nécessairement en chirurgie. Dans le fond, c'est qu'on perce bord en bord, puis on s'en va mettre la sonde dans la vessie.
C'est sûr qu'il il y a des gens qui sont au Coumadin, il faut faire un peu plus attention, là, le protocole, mais ça, on vous le dit à ce moment-là, mais c'est pas une grosse chirurgie majeure. Je vais juste passer plus vite parce que je veux pas manquer de temps. Cathétérisme, c'est qu'on introduit par intermittence un cathéter dans la vessie pour permettre la vidange, plusieurs fois par jour, ou 4 à 6 heures. Ça peut varier. J'ai des gens qui vont me dire, moi, je suis obligée de le faire aux 3 heures, j'ai pas une grosse capacité. Si c'est correct, c'est acceptable pour vous, pas de problème. C'est discret, il n'y a pas de tuyau à cacher, c'est à moins à risque d'infection urinaire, même si on a l'impression qu'on rentre un cathéter puis qu'on le sort tout le temps. Ne veut pas, c'est vos bactéries à vous. Moi, je fais un cathéter, je vais être obligée d'être stérile parce que je me promène de patient à un autre, puis je vais rentrer le cathéter, il faut que je fasse ça de façon stérile. Vous, c'est vos propres bactéries. Vous lavez les mains, vous faites une bonne hygiène, vous êtes habitué à vos bactéries, vous ne les combattez pas en tant que telles. Fait que c'est une technique qui est propre. On peut réutiliser le même cathéter pendant une semaine quand on est à domicile. Quand on est en centre de réadaptation, on est obligé de le jeter à chaque fois parce qu'on côtoie des gens. Mais tout dépendant si nous qui payons notre matériel, le cathéter peut être utilisé. Il faut juste le laver avec de l'eau tiède, la sécher comme il faut. Moi, souvent, je donne le truc de le mettre dans un ziploc ou de le remettre dans son emballage. Je vais le montrer après, là. Fait que ça permet, tu sais, veut pas un cathéter comme ça. Il y en a que ça peut jouer entre 2 $ et quelques du cathéter, puis il y en a jusqu'à 7-8 piastres, là. Fait que ça dépend du cathéter que vous utilisez, si c'est un droit, si c'est un coudé. On a des cathéters qui sont pré-lubrifiés aussi. Ça, c'est un petit peu plus cher. On n'a pas besoin d'avoir de lubrifiant avec. Difficile parfois chez la femme en fauteuil roulant pour faire du cathétérisme. Hein? Nous, on est assis dessus, puis il y a des gens qui sont obligés de se transférer au lit pour être capables de faire du cathétérisme. Les hommes, malheureusement, heureusement pour eux, sont mieux organisés. C'est plus facile de faire du cathétérisme. Fait qu'à ce moment-là, on va embarquer avec le Mitrofanof, des fois, qui va être proposé. Ce que le Dr. Mort vous a parlé, là, c'est au niveau du nombril. On va prendre un petit bout d'appendice, puis si les gens ne l'ont pas, un petit bout d'intestin, et ça va être rabouté au niveau du nombril et de la vessie. Puis on peut faire du cathétérisme par là. Fait qu'on n'est pas obligé de toujours se transférer. Puis ça, c'est une grosse chirurgie, mais un coup que la chirurgie passée, c'est très pratique. Là, les gens sont à la toilette, puis ils font juste lever le gilet, puis ils vont passer le cathéter. Là, ça va quand même bien. Ensuite de ça... Le Mitrofanof, on le voit pas. C'est vraiment un trou dans le nombril. Fait qu'il y a des gens qui vont mettre juste un petit protecteur parce que ça donne tendance à suinter un peu, mais il y a des gens qui le font même pas. Fait qu'ils vont lever le chandail puis ils vont passer par le nombril. Faire attention à l'introduction de poils et de mousse aussi. Ça a l'air niaiseux, mais des fois, ils désinfectent avec des petits cotons là, qui viennent dans le matériel. Puis ça, rentrer ça dans la vessie, ça provoque des fois, ça peut faire des pierres. Fait que s'il reste un petit bout, puis on ne l'a pas vu, puis on le rentre avec le cathéter, ça peut faire des calculs. Cathétérisme, différence entre les hommes et les femmes, mais c'est juste au niveau de la longueur et de l'anatomie. On a dit tantôt, chez les femmes, c'est 3 cm pour se rendre à notre vessie. Chez les hommes, c'est 18 à 26 cm. À peu près, ça varie là, d'une personne à l'autre. Fait qu'on s'entend que l'homme, il faut rentrer un bon cathéter. La femme, on peut rentrer juste ça, puis on est correct. Puis nous, les femmes, on n'a pas de prostate, fait que ça rentre droit, tandis que les hommes, ils ont quand même une prostate. Fait que souvent, il faut aller comme avoir un cathéter coudé pour que ça passe, puis que ça accroche pas la prostate, qu'il n'y ait pas de saignement, puis que ça rentre mieux. Différentes grandeurs aussi. Ça, c'est quelques modèles. Fait que juste portant attention au niveau des cathéters droits, c'est que le bout est vraiment droit. Et mon cathéter coudé, je ne sais pas si on le voit ici, là, c'est vraiment, il y a un petit croche-note. Là. Il y a différents modèles. Les cours, souvent, c'est pour les dames. Comme je vous ai dit, le temps passe. Hein? On a du cathéter pré-lubrifié. Ici, c'est le modèle de Coloplast, mais j'ai l'autre modèle aussi de notre autre compagnie qui vient dans une enveloppe et que c'est un modèle qui est déjà pré-lubrifié. Fait qu'on fait juste enlever, le plastique. Là. Il y a 2 œillets, on retire, puis c'est déjà pré-lubrifié. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir de petits lubrifiants à côté pour tremper le cathéter. On rentre, on a juste besoin de ce cathéter-là. Puis souvent, les gaines aussi sont assez mobiles. Fait que ça se rentre bien dans une sacoche, dans une petite pochette de fauteuil. Fait que ça va bien. Malheureusement, pour l'instant, c'est assez dispendieux. Et j'ai des gens qui disent que ça glisse trop par rapport à eux autres dans leur dextérité. Fait qu'encore là, il faut l'essayer. Bon, cathétérisme, on le voit. Le Mitrofanof, c'est ça, là. Regardez, ça ne paraît pas, c'est vraiment par le nombril. Fait que c'est un petit bout qui a été rajouté.
Sac urinaire, bien, de jour, on a des volumes comme ça. De nuit, je vous disais qu'il y en a qui existent des plus grands. La même chose, il y a différentes compagnies. Là ici, présentement, c'est la compagnie Medline. J'ai une autre compagnie ici où j'ai déjà la rallonge qui va avec au niveau de la cendre. Nous, on fait une rallonge maison qu'on a. C'est plus économique. Là. C'est un tube de latex qu'on va prendre avec un 5 dans 1. Puis là, il faut faire un peu de bricolage. Fait que c'est économique, par exemple, mais c'est juste qu'il faut être capable de le monter. L'entretien, souvent, on va le jeter une fois par mois à la maison en même temps que la sonde. Nettoyage savon doux, un petit peu d'eau chaude du robinet. Il y a des produits qui existent pour les nettoyer, mais je vous dirais que des fois, il ne faut pas trop investir là-dessus. Ils vont payer ça, vous allez payer ça assez cher, puis l'eau du savon, ça va à la job, là. Pas utiliser d'eau de Javel. Souvent, c'est des produits qui sont très forts, qui vont aller briser le matériel. On a une valve qui a un anti-reflux dedans. C'est pour empêcher que si, mettons, le sac verse ou quoi que ce soit, c'est que l'urine ne remonte pas, fait que pour pas qu'il y ait d'infection urinaire. Sac de jour, différents modèles, flip-flow, la grandeur, ça dépend de la tâche que vous voulez. On peut le dissimuler aussi dans une pochette et placer à l'arrière du fauteuil, comme je vous ai dit. Là. Il y a des gens qui vont se faire une coude, là, une pochette. Là. C'est super discret, c'est noir avec un tissu là, un peu comme du nylon qui se nettoie très bien. Là, puis on le voit pas, c'est très dissimulé en arrière. Fait que pour les gens, ça peut être bien. Fait que, c'est ça le sac. Nous, c'est des bandes de velcro comme ça pour attacher les sacs. Ça, c'est un sac, je peux faire du cathétérisme avec déjà un sac qui existe, fait que j'ai pas besoin d'avoir un plat. Ici, c'est un Maurice qu'on appelle. Ça a été fait par un infirmier qui travaillait chez nous qui s'appelait Maurice, pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Je me dépêche. Mais finalement, c'était pour tenir les pantalons chez les hommes, pour essayer tu sais, on baisse les pantalons, on tient avec le Maurice, puis les gens peuvent aller. Puis là, maintenant, ils l'ont fait directement avec le fauteuil. C'est une bande en velcro qui est placée tout de suite en dessous, fait que ça se casse pas, on les oublie pas. Fait que les gens font juste remonter la bande pour tenir le pantalon, puis ils peuvent aller faire leur cathétérisme. Là, on me fait signe d'accélérer, mais j'ai presque fini, je pense. Rallonge, juste pour savoir que ça existe. Une rallonge pour la toilette, vous faites votre cathétérisme, puis là, vous êtes pogné avec un plat, mais il y a une rallonge en plastique qui se met au bout, puis on envoie ça direct dans la toilette. Fait que ça coûte rien, là, c'est en plastique, c'est important, c'est intéressant de le savoir, ça se lave bien. Il y en a qui vont utiliser l'emballage du cathéter parce qu'ils n'y ont pas pensé, fait qu'ils ont moins accès. Puis, il y a aussi les bouchons comme ça. Hein? J'ai une sonde, je m'en vais prendre ma douche, je mets un bouchon, fait que j'ai pas besoin de traîner tout le sac urinaire qui va avec, je m'en vais dans la douche, pas de problème. Puis quand j'ai fini, je renlève mon bouchon puis je remets mon sac urinaire. Fait qu'il n'y a rien qui pendouille. Ou juste essayer de garder votre capacité de votre vessie aussi. Condom urinaire, quand on a des fuites, différents modèles qui existent, auto-adhésifs. Et on a le bon vieux système de condom Texas. Il y en a qui connaissent peut-être ça, là, avec les bandes, là. Celui-là, il tient très bien, mais il est dur un peu sur la peau. Fait que j'ai des patients, quand ça fait 10-20 ans qu'ils l'utilisent, là, ils ont la peau mince, ils sont plus à risque. Et mon tube de latex, ça, c'est la clip pour pas que justement que ça coule. Et ça, c'est pour attacher la sonde. Fait que dans le fond, on veut pas que la sonde attire, fait qu'on l'attache avec une espèce de bande. Puis c'est ça pour éviter les blessures, comme on parlait tantôt. Moyens de protection, il y en a différents modèles. Magasinez-les. Il n'y a pas juste la grosse couche, là, à cette heure. Là, ils en font tellement de modèles. Ils en font qui ressemblent avec des espèces de sous-vêtements, avec des petites fleurs dessus. Tu sais, je vous dis pas que ça remplace une bobette, mais au moins, c'est plus discret. C'est moins épais que ce c'était. Ça sent pas non plus. Ils sont capables d'avoir une bonne capacité d'absorption. Ils en ont fait pour les hommes en triangle, noir. Tu sais, c'est assez discret, là. Programme d'aide financière, regardez dans votre région avec le CLSC, il y a des programmes d'aide qui peuvent vous aider là-dedans quand que vous êtes à payer vos choses. Il faut s'inscrire à ce moment-là, puis c'est pour les gens qui ont une déficience physique. Puis ils vont avec votre revenu, puis ils vous envoient un pourcentage. Autre truc, on va passer, là, valve électrique. C'est une valve qui peut se faire sur un fauteuil roulant électrique pour les gens qui n'ont pas beaucoup de dextérité au niveau de leurs mains, puis ils activent un piton, puis la valve rouvre, puis ils veulent aller vider leur sac. Ça existe, ça. Tissu qui lit, j'en ai parlé, pochette à l'arrière. Discuter avec d'autres patients aussi, on a parlé de jumelage tantôt, ça vaut la peine. Puis rester à l'affût des nouveautés, processus d'amélioration, les compagnies essayent toujours de s'améliorer, puis souvent ils vont aller voir, les gens sont prêts à vous donner des échantillons pour que vous les essayiez, puis être capable de voir qu'est-ce qui pourrait améliorer, fait que ça vaut la peine. C'est fini.